d'un montant total de 403 millions de dollars US, soit environ 200 milliards de francs CFA. Ce second compact sera axé sur le secteur de l'énergie électrique au Bénin. Un programme qui vise donc à stimuler l'investissement privé à travers l'appui aux réformes de politique et l'investissement dans la production, la distribution de l'électricité ainsi que l'électrification hors réseau. Les États-Unis d'Amérique sont engagés à soutenir le développement du Bénin et l'amélioration du niveau de vie, tant pour le bien-être du peuple béninois que pour les avantages plus larges que peuvent avoir la croissance économique et la réduction de la pauvreté sur la bonne gouvernance, le développement social et la cohésion au Bénin. Malgré les succès du premier compact et les efforts continus, tant au niveau du gouvernement du Bénin, de la société civile, du secteur privé que des partenaires au développement, beaucoup d'efforts restent encore à faire. Joe Biden, vice-président des États-Unis, a, dans son speech, salué la diplomatie personnelle du chef de l'État pour la réussite de ce second compact et appelé le gouvernement béninois à travailler à une utilisation rigoureuse des fonds alloués. Pour le moment, 90% de la consommation en énergie du Bénin provient du Nigeria. Le gouvernement de Boni Yayi s'est engagé à travers ce second compact à produire 70% de ses besoins en énergie d'ici à 2025. Contrairement aux années précédentes, en cette période pré-Tabaski, le prix du kilogramme de la viande est passé de 2500 à 2200, soit une chute de 12%. Au même moment, le prix du bétail subit une croissance exponentielle. Et cette nouvelle équation à double inconnu ne laisse pas les bouchers indifférents. Vraiment, ça ne nous arrange pas. On nous oblige à baisser le prix, alors que d'autres se mettent à l'aise en augmentant leur prix. Les gens qui vendent le bétail là, ils augmentent le prix. Et maintenant, nous, on nous fait perdre 300 francs par kilo. Ça, à 1000 kilos, on a le prix d'un bœuf. Vraiment, cette situation, c'est nous seulement qui payons les frais. Ah, l'État doit revoir ça, hein. L'État malien, à son niveau, applique la rigueur en imposant son plafond. Les bouchers, eux, s'en plaignent. Mais toute cette histoire n'arrange que les abonnés de la viande. Le président nigérien Issoufou Mahamadou en visite sur le chantier de construction de la centrale thermique de Gourou-Banda, sise à la périphérie de Niamey. Les travaux sont à un taux d'exécution de 83% et seront achevés d'ici la fin de l'année, a rassuré le chef du projet après une visite guidée du chantier. Nous sommes sur la première phase de 80 MW, donc avec 4 moteurs de 20 MW unitaires. Et bien sûr, il y aura des lignes haute tension qui vont permettre d'évacuer l'énergie vers les 2 centrales électriques existantes de la Nigélec. Avec cette centrale thermique d'une capacité de 100 MW, largement au-dessus des besoins de la capitale qui sont de 80 MW, ce sera la fin des coupures intempestives à Niamey, et ce même en période de forte chaleur. Le président de la République du Niger fonde l'espoir que cette centrale va relancer la croissance économique du pays en général. Pendant les périodes de grande chaleur, nous faisons face à des coupures intempestives qui ont des effets non seulement sur les ménages, mais également sur la croissance de notre économie. Avec la fin de ce chantier, Inch'Allah, ça sera la fin de ces coupures intempestives. Selon les techniciens, à la date du 18 décembre, date anniversaire de la proclamation de la République du Niger, la centrale thermique de Gourou-Banda sera opérationnelle. Un bonus pour la campagne du président Issoufou Mahamadou qui brigue un second mandat à la magistrature suprême du Niger. L'utilisation de la téléphonie mobile GSM procure de la devise non seulement aux opérateurs économiques GSM, mais aussi à d'autres acteurs affiliés aux différentes composantes de son usage. En dehors de la vente des unités, la recharge des batteries des téléphones portables est aussi une source de revenus pour certaines personnes au Togo. Ici, à Tabligbo, une ville située au sud-est du Togo, à environ 115 km de Lomé à Naniboko, a créé une boutique dont les revenus issus de la recharge des batteries des portables occupent 90% de son chiffre d'affaires. On prend 100 francs
un portable. Par jour, les jours fériés comme ça, ou bien, à part ça, on peut charger 20 à 30 portables comme ça. Là. Ceci après son échec de tentative de se trouver un emploi décent. De par cette activité, Anani Boko participe à la croissance économique du pays en s'acquittant de ses impôts. Seulement, l'homme dit ne pas maîtriser le mode de fixation du coût d'imposition. Il y a certaines années, on vient, on te dit tu vas payer 25 000. Et d'autres années, on vient, on peut te dire que c'est 30 000. Et des fois, d'autres années, on vient, on peut te dire que tu vas payer 20 000. Polygame et père de 4 enfants, Anani Boko est depuis plus de 3 ans propriétaire d'une maison. Comme quoi, il n'y a pas de sous-métier. Les résultats des travaux achevés au sein des grandes écoles et instituts de recherche scientifiques nationaux sont sujets à une mauvaise exploitation et en proie à des manœuvres frauduleuses. Une situation qui atteste de l'application marginale du droit de la propriété intellectuelle, chose qu'entend pallier l'Agence nationale de la propriété intellectuelle durant ce séminaire. Dans nos instituts et centres de recherche scientifique et grandes écoles du Bénin, il y a toujours de nombreux travaux achevés dont les résultats pourtant dignes d'intérêt sont abandonnés dans les laboratoires. Nos chercheurs, à l'instar de ceux des autres pays en voie de développement, n'arrivent pas à exploiter les résultats de leurs travaux dans le domaine commercial. Au-delà de son importance sociale, la propriété intellectuelle impacte également sur le développement économique national. La propriété intellectuelle aujourd'hui au cœur de toute l'activité économique. Si vous allez au marché, quel que soit le produit que vous voulez acheter, vous êtes guidé par un certain nombre de paramètres. La qualité technique du produit, vous n'êtes pas prêt à acheter n'importe quoi. Quand on vous dit que ceci est un produit breveté, celui-là n'est pas un produit breveté, je vois tout de suite vers où vous allez partir. Vous partirez tout de suite vers le produit breveté parce qu'il vous inspire confiance en ce sens qu'il y a eu une recherche menée autour de ce produit qui a été certifié par un office de brevet qui a octroyé le brevet. Au terme de la formation, les différents participants seront mieux aptes à affirmer la paternité sur le fruit de leur recherche, mais aussi et surtout à valoriser les résultats qui en découlent. Le soleil se couche sur la capitale éthiopienne Addis Abeba. Ces jeunes entrepreneurs se sont réunis pour le lancement de X-Hub, un espace de travail où des ingénieurs créent les premières applications mobiles du pays et dirigent des sociétés liées aux nouvelles technologies. La capitale compte maintenant 3 incubateurs informatiques. L'idée, offrir une formation aux jeunes qui souhaitent démarrer leur propre entreprise. Dans les universités éthiopiennes, 70% des étudiants s'orientent vers les sciences et les technologies. L'Éthiopie a tout pour voir rapidement décoller ce secteur. Aujourd'hui, tout le monde veut être chef d'entreprise. Tout le monde veut créer quelque chose de nouveau. Ils veulent entreprendre. Et avec le taux de chômage et le nombre de jeunes diplômés, il n'y a pas assez d'emplois. Il y a donc vraiment de la place pour innover et entreprendre. Malgré cet engouement pour l'innovation, créer sa propre entreprise reste difficile en Éthiopie. Florian Monderscheid gère ICE Addis, une autre pépinière dans la capitale. Il a vu plusieurs startups s'écrouler face aux démarches administratives fastidieuses. Enregistrer sa société peut prendre jusqu'à 1 mois. Autre problème, le manque d'argent. Les investisseurs éthiopiens restent timides face à un secteur encore méconnu et le gouvernement impose des restrictions aux investisseurs étrangers. En ce moment, il est toujours difficile de trouver des investisseurs parce qu'il n'y a pas de modèle ou de cadre juridique pour le capital risque. Et je crois qu'une fois que le système bancaire s'ouvrira un peu, on verra un boom dans la création de start-up et dans le développement technologique. Felix Segei, un entrepreneur américain d'origine éthiopienne, a pu trouver des financements pour lancer le premier service de livraison de repas en ville. Mais pas facile de gérer une entreprise qui s'appuie sur une application mobile dans un pays où Internet et les réseaux téléphoniques sont très instables. Felix est tout de même confiant. Il sait que les nouvelles technologies ne sont qu'à leur balbutiement dans le pays.
Habituellement, dans ces marchés, il y a un moyen de transférer de l'argent très rapidement et très facilement, et ici, cela n'existe pas encore tout à fait. Je pense qu'une fois qu'il y aura un moyen pour les entrepreneurs de faire de l'argent grâce aux technologies, vous allez voir un changement très très vite. Aujourd'hui, plus de la moitié des pays africains ont au moins un incubateur de technologie. Sur le continent, les investissements dans ce secteur ont plus que doublé l'an dernier. Et si la scène technologique en Éthiopie est encore derrière celle de ses voisins, ces jeunes entrepreneurs espèrent être les pionniers d'une nouvelle ère pour le pays. Un bikini anti-coup de soleil. Un casque de vélo qui mesure vos performances. Un sonar qui vous indique les bons plans poissons. Les objets connectés représentent un marché en devenir. Près de 2 milliards d'euros en France dans les 5 prochaines années. Pierre Jacob l'a bien compris. Il a lancé son enseigne en décembre dernier. À la fin de l'année, il aura 15 boutiques implantées sur le territoire. Son ambition, devenir le numéro 1 de vente d'objets connectés. L'objet en tant que tel est difficile, j'allais dire, à pas de limite et pas de périmètre, puisque pensez que tous les objets qui ne sont pas connectés aujourd'hui, du plus petit objet comme une brosse à dents, au très gros objet comme une automobile, sera connecté demain. Donc le périmètre est quasi illimité et on peut penser qu'on vivra dans un monde où il n'y aura plus que des objets connectés. Ça représentera entre 30 et 40 objets connectés par foyer en fait en France. Les distributeurs s'arrachent les licences pour devenir des vendeurs exclusifs de certains produits. Comme pour cette montre, fabriquée par l'un des leaders du marché du tout connecté, version luxe, à la française. Malgré son nom et sa cafétéria aux faux airs américains, Withings est bel et bien française. L'entreprise collectionne les prix et les reconnaissances mondiales. Eric Harel, son président, connaît le secret. Pour vendre, il faut créer du désir. Le travail sur le design est très important, le travail sur la simplicité est très important, et le travail sur le rendu que l'on fait à travers l'application du smartphone est également très important. Et à partir du moment où on mixe ça, on arrive à faire adhérer le client. Plus nos clients utilisent nos objets, plus ils ont envie de les utiliser. Faciliter notre quotidien ou bien sauver des vies au bord des piscines. Ce nouveau marché est quasiment infini. Selon une étude d'un des plus grands instituts mondiaux, le créneau des objets connectés pourrait atteindre 100 milliards d'euros dans le monde d'ici fin 2020.